bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous avons l'immense joie de recevoir Elisabeth Inandiak. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Nathalie et bonsoir Constance et Oui, Frédéric. ce soir nous avons une invitée de marque, nous avons Constance de Montbrisson. Alors je vais la présenter tout de suite. Elle est conservatrice de collection Insulinde au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bonsoir Constance. Bonsoir Nathalie, bonsoir Elisabeth. Alors, ce soir, on reçoit Elisabeth pour ce très beau livre qui s'appelle Le très bel arbre, qui est sorti le 5 septembre dernier aux éditions Parole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis auditeurs qui peuvent poser des questions à Elisabeth ou à Constance, bien sûr, par le biais de l'onglet Converser ou directement dans les commentaires. Elisabeth d'abord, je vais vous présenter parce que je ne sais pas si tout le monde vous connaît. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes quand même une grande dame, une grande autrice, auteur, je ne sais pas comment voulez-vous qu'on vous qualifie. Vous avez été grand reporter, vous avez été scénariste et maintenant donc auteur. Vous êtes française, mais vous vivez en Indonésie depuis 1989, donc depuis 33 ans maintenant. Comment avez-vous décidé d'aller vivre en Indonésie? Pourquoi ce pays? Qu'est-ce qui vous a attiré, même si on a une petite idée de la réponse? C'est un reportage qui m'a conduit là-bas, qui m'a emmené là-bas. Pour Actuel, c'était le magazine mythique des années 80, un petit peu le Rolling Stone français, mais pas simplement sur la musique, sur des tas de faits de société. Et je devais enquêter sur la relation entre la mystique javanaise sur l'île de Java et l'islam, parce que c'est le plus grand pays musulman du monde. Et voilà, et je terminais mon reportage en disant, je crois bien que Java m'a jeté un charme. Et je n'ai cessé d'y retourner pour comprendre quel était ce charme. Alors, vous vous sentez plutôt française ou indonésienne maintenant? Moi, je me sens humaine, voilà, parce que ouais, je pense qu'on est parcouru par, même plus qu'humaine, parce qu'on est parcouru aussi par le végétal, par le minéral, par les étoiles. On est tout ça en même temps, donc ouais. Alors, je vais remontrer votre livre, je vais même partager à l'écran le visuel pour que tout le monde le voit, parce qu'il y a quand même un petit sous-titre, c'est Récit sorti d'un volcan. Alors, j'ai envie de, et je crois que Constance est d'accord avec moi, ce livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, j'ai envie de dire que c'est un voyage littéraire entre poésie, conte, mythologie, et c'est un très bel objet. Je ne sais pas si Constance va me contredire, mais on était d'accord là-dessus. C'est un très bel objet, ce livre, c'est un voyage. C'est plus qu'un voyage, oui, c'est un voyage littéraire et c'est un voyage intérieur. Et il est accompagné en plus de très très beaux dessins Oui. de l'artiste Eridono qui nous accompagne aussi dans cet univers mythologique vers lequel nous amène Elisabeth. Alors, c'est très compliqué de résumer ce livre. Moi, j'ai fait vraiment le voyage, je suis d'accord. Pour moi, c'était une parenthèse suspendue. J'étais bien, moi, en Indonésie, là où vous nous avez amenés. Ça serait bien qu'on puisse écouter la voix de votre écriture. Je crois que c'est Claude Foss qui fait une petite lecture. Il y a un petit film. Alors, le film n'a rien à voir avec l'Indonésie, je tiens à le préciser. Mais on va écouter. C'est le début du livre, si vous voulez bien, mesdames. Yogyakarta, Java, Indonésie, 9 juin 1991. Il y a cette grille qui monte de la rue et s'incline au contact du ciel pour se refermer sur moi comme la cage d'un zoo. Et cette pluie tiède et poussiéreuse qui tombe quelques heures après la délivrance. Les gouttes lourdes éclatent au sol et libèrent le parfum capiteux des frangipaniers enfermés dans la sève depuis ces 2 derniers mois de sécheresse. Les gaz des autobus s'effilochent sous l'averse et viennent se coller sur ma peau comme des pansements usagés, légèrement sucrés. Je goûte sur mes avant-bras nus ces alluvions urbaines épaissies par le clou de girofle fumé qui trempe nuit et jour l'atmosphère. Je suis assis sur la terrasse de ma chambre d'hôpital, désœuvré, devant cette grille qui me sépare de la rue, à la fois intouchable et parfaitement exposée au regard. Ils passent, frôlent les barreaux de ma cage, me dévisagent. Leurs yeux luisent, pleins de somnolence, de sourires, de révolte polie,
de terreur mentale. Certains, que je crois endormis, s'ouvrent soudain sur l'invisible. Ils se pressent sous la grosse éponge chaude du ciel, cherchant très vaguement à se creuser un petit bout d'existence dans la matière ruisselante de leur multitude. Je me laisse envahir par ces yeux immenses, ne sachant quoi opposer à leur nombre. Je commande un thé glacé au marchand ambulant qui râpe derrière la grille son bloc de glace en paillettes, et une soupe de nouilles aux boulettes d'intestin de buffle que j'avale avec la bienheureuse sensation de laisser pénétrer la rue populeuse dans mon ventre soudain déserté par mon bébé. Je pense à son papa parti enterrer le placenta que la sage-femme lui a remis cette nuit dans un sac plastique. Il l'aura sorti du plastique, placé dans un petit pot en terre cuite avec des pétales de fleurs, de la noix de coco râpée, de l'huile d'eucalyptus, des poissons séchés, des noix de styrier, du riz rouge, du sel, du curcuma, une aiguille et du fil. Puis il aura enveloppé le pot dans un drap blanc et l'aura déposé dans la terre, à gauche de la porte de notre maison. À cette pensée, je suis submergé par une mélancolie infinie qui me fait redouter qu'il ait oublié d'allumer la lampe à huile et l'encens sur la terre refermée pour que le placenta ne pleure pas cette nuit. J'ai longtemps souri à l'idée que cette étoffe fœtale serait la petite sœur de notre bébé, sa conscience organique qui continuerait à développer une vie parallèle sous la terre. Mais à présent, la tristesse de cette séparation irréparable m'envahit comme un deuil inconsolable. Et les larmes me montent aux yeux, tandis que tombe la pluie joyeuse. C'était une très belle lecture de Claude Foss des éditions Parole, avec une voix sublime. Ça fait quoi d'écouter son texte, Elisabeth? Ah, c'est magnifique parce que, bon, vivant depuis 33 ans en Indonésie, j'ai vraiment appris que la littérature, d'abord, était des vibrations, devait résonner, devait s'entendre, même si elle est écrite. Il y a une tradition littéraire comme en Inde, comme le Mahabharata, comme les grandes œuvres, finalement comme l'Odyssée aussi, qui était chantée. Et surtout, c'est un acte collectif quand on l'écoute, on le partage ensemble, alors que la lecture dans un livre, c'est un acte solitaire. Et en Indonésie, même malgré la modernité, on a tendance encore à faire beaucoup de choses en commun, dont écouter les grands textes et les vivre ensemble, les expérimenter ensemble. Constance, quel est votre lien avec Elisabeth? Comment vous êtes rencontrés et quel regard, alors plein de questions, et quel regard portez-vous sur son travail? Parce que je crois que vous connaissez très bien son travail. À chaque fois que je relis un texte d'Elisabeth, je découvre une infinité de choses que je n'avais pas perçues à la première lecture. J'ai une admiration sans borne pour Elisabeth, elle le sait, donc je n'ai pas de problème à lui redire encore ce soir. Je l'ai rencontrée après le tsunami lors d'une conférence qu'elle était venue donner au Quai Branly. Et là, après l'avoir écoutée, j'ai acheté son ouvrage sur le livre de Centini que j'ai dévoré. Et je l'ai approchée humainement pour lui dire que j'avais envie de discuter avec elle, de savoir comme elle vivait à Java et que moi je m'occupais des collections indonésiennes, de nouer des liens de savoir, d'échanges. Et à partir de là, les liens n'ont jamais cessé, même si on ne se voit pas énormément. La géographie nous sépare, mais à chaque fois qu'on se revoit, les liens sont très, très directs, très forts. Et je dirais que ma vie a changé, en fait, avec la découverte d'Elisabeth, de sa perception au monde, et que le très bel arbre, donc, qui est le dernier né, m'a profondément bouleversée parce que en fait le livre démarre sur le moment où la mère d'Elisabeth quitte la vie et s'ouvre alors un espace intérieur immense dans lequel le récit vient se déployer et c'est un arbre qui permet cette connexion à une ouverture intérieure infinie, je dirais. Et cet arbre
qui est un très beau marronnier, nous amène sur la terre de Java, les Banians et toute cette mythologie qui se déploie et dans laquelle Elisabeth nous narre en fait des choses aussi qui sont de la vie de plusieurs villages avec des personnages hauts en couleur. Donc, il y a toute une partie extrêmement croustillante, je dirais, dans les portraits de tous ces gens qui se déploient sur cette terre javanaise, avec une place qu'occupe Elisabeth extrêmement singulière. Elle est comme, d'ailleurs, le nom que lui ont donné les Timorais qu'elle a en partie sauvés, c'est-à-dire de la mère bienveillante, Inandiak. Et donc, du coup, pour moi, je me suis laissée complètement emporter. Évidemment, je n'ai pas un regard, je ne pense pas à Elisabeth quand je lis son texte, mais je suis complètement transportée et dans un espace-temps qui se décline, pas seulement sur cette dimension temporelle, mais sur la dimension mythologique qu'elle nous ouvre et qu'elle nous amène avec une délicatesse infinie à pouvoir percevoir. Et ça, je pense que il y a une phrase dans son livre qui dit, elle dit, parce que j'avais la certitude de ne pas être faite que de moi, mais d'un flot d'humains infini et lointain. Et je dirais que c'est cette ouverture qui a fait qu'elle a pu même pas, c'est pas se fondre parce qu'elle reste totalement elle-même, mais avoir vraiment la part d'âme de chacun des personnages et qui viennent se livrer à elle d'ailleurs, qui lui permettent de les approcher comme peut-être ne serait pas approché un Javanais d'un autre Javanais. Donc ça, c'est parce que c'est Elisabeth. Donc il y a quelque chose de très particulier qui pour moi, qui fait partie des êtres éveillés. Elisabeth, est-ce que vous voulez rebondir sur les très jolies choses que vient de dire Constance? Constance m'a touchée. Oui, en fait, quand j'étais intervenue au Quai Branly, c'était sur un événement qui s'appelle Désastre. Parce qu'en fait, dans ce livre, je raconte, même si ça paraît être des mythes, des histoires tout à fait réelles, mais qui sont tellement incroyables qu'on les transpose, on en fait des mythes. Les gens qui les ont vécus sont obligés de les transposer en récits pour pouvoir survivre, et les gens qui les écoutent les entendent comme quelque chose d'irréel. Et c'est le propre du mythe, je crois, en fait. Et c'est l'éruption d'un volcan, c'est un tremblement de terre, c'est un tsunami. Et donc, je me suis trouvée impliquée totalement, malgré moi, poussée à me retrouver, à être dans un village totalement détruit par le séisme, puis après... par l'éruption du volcan en 2010 sur les versants duquel j'habite et à m'occuper d'un village dont le chef de ce village, qui était le gardien du volcan, il y a un gardien du volcan qui est mon père adoptif, donc tout ça paraît absolument invraisemblable. Et ma difficulté, ça a été de comment le raconter aux Français. J'ai d'abord écrit ce livre en indonésien parce que je ne voulais pas écrire sur Java. Je voulais écrire, les éditions Parole ont trouvé cette très belle expression, récit sorti d'un volcan, et moi j'appelais ça sortir du ventre, écrire de l'intérieur du ventre de Java, un peu comme aussi ma fille, la naissance, cette délivrance qui est sortie. Et donc j'ai écrit en indonésien d'abord. Mais ça a été un va-et-vient constant, et après, en voulant faire la version française, je me suis aperçue que je devais trouver une manière de faire la passerelle entre ce récit mythologique, cette chose très terre-à-terre d'aider les rescapés de catastrophes naturelles. Et donc, en français, j'ai encore réinventé une écriture, mais je dois dire que je dois tout à l'Indonésie. C'est ce pays, c'est ces 17 000 îles qui finalement m'ont appris à écrire, qui ont été mon maître d'écriture. Ouais. Et le titre original, le premier titre que vous avez donné à ce livre, c'est quoi en indonésien Alors en indonésien, on dit Babat Nyalor Ngidul. En fait, Babat, c'est un mot javanais en fait, parce que j'habite sur l'île de Java. Et Java, c'est l'île principale, c'est pas la plus grande île, mais c'est l'île la plus peuplée. Et puis c'est un peu le centre culturel de tout, politique, etc., économique de tout l'archipel. Et Babat, ce sont les chroniques palatines.
mais ça veut dire aussi couper la forêt. Donc c'est très intéressant parce que traditionnellement, pour construire un palais, il fallait déboiser et construire le palais. Donc il y a une espèce d'hommage, on sait que la littérature, quand on écrit, on va sacrifier un arbre. Donc on essaye que chaque mot vale le coup, vale un arbre ou une branche d'arbre. Donc c'est magnifique ce mot Babad. Et Nyalorkidul, ça veut dire du nord au sud et du sud au nord. C'est un aller-retour constant. Mais le sens a dévié et ça veut dire aujourd'hui parler sans rime ni raison. Alors que toute l'histoire de mon livre, c'est entre un village du sud qui a été détruit par le séisme à cause de plaques tectoniques et de volcans sous-marins, et le volcan au nord qui s'est mis en éruption. Et les deux, l'océan et le volcan, dialoguent par le sable qui descend du Merapi et qui vient constituer les plages de sable noir du sud de la ville de Yogyakarta. Et donc, en fait, ce Nyalorkidul, ce parler sans rime ni raison, ce nord-sud, c'est la langue première de la montagne, du volcan à l'océan et de l'océan à la montagne. Et on a oublié que ces deux éléments, de la nature, avaient une langue autrefois, et c'est pour ça qu'on n'y comprend plus rien et qu'on dit que c'est parler sans rime ni raison. Mais aussi, tu racontes dans le livre que le palais du sultan, les remparts du palais du sultan se situent à l'exact milieu du volcan et de l'océan Indien. Donc, il y avait déjà cette conscience ancienne du bâti sur une géographie sacrée. Oui, et cette géographie sacrée, elle a été portée et d'un seul coup, l'éruption volcanique, le volcan l'a détruite. Physiquement, l'a détruite. Et ça a beaucoup déboussolé les rescapés et moi-même, puisque j'avais écrit une histoire qui m'était apparue, révélée qui s'est avérée réelle, donc l'histoire de ce banyan blanc qui est sur le volcan. Et ce banyan blanc qui depuis des siècles survivait, depuis des récits survivaient aux éruptions, d'un seul coup, dans cette dernière éruption de 2010, a été totalement détruit. Et donc, on se pose la question d'un seul coup que même la géographie sacrée, même les mythes peuvent être détruits par la toute-puissance d'un volcan. Alors, quelle est la place de l'être humain? Est-ce que c'est lui qui fabrique ces mythes? D'où sortent ces mythes? D'où sort cette géographie sacrée? À quoi elle sert? Quel est le rapport entre ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, alors que pour le gardien du volcan, une éruption volcanique, c'est pas du tout une catastrophe naturelle. C'est pas le volcan qui se met en colère, c'est le volcan qui respire, qui vit bien, qui exprime sa joie de vivre. Et c'est les hommes qui ne sont pas à la bonne place au bon moment et qui ne savent pas se comporter pour faire en sorte d'accueillir ces forces de la nature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en me retrouvant au cœur de ces non pas de ces désastres, mais de cette parole sans rime ni raison du nord au sud, ouais, et du nord et du sud au nord. Oui, d'ailleurs, pardon. Non, allez-y, Constance, allez-y. Dans les premières pages de ton livre, au moment où tu donnes la naissance à ta fille, il y a ce récit très poignant au moment où tu pars et où tu expliques qu'il faut payer la sortie de la maternité et que tu découvres ce petit garçon auprès duquel ta fille était couchée. Et tu as cette phrase qui baigne dans son jus de larmes parce que sa mère a eu 2 enfants et qu'il sera donc abandonné. En fait, dès le début du récit, tu nous annonces que ça ne va pas être un chemin de rose. On est baigné dans la réalité extrême de la plus grande joie, la plus grande peine et de la grande difficulté de vivre, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement humain dans tous les sens du terme et de fraternel, c'est-à-dire que tu nous amènes vraiment aussi, moi c'est ça aussi qui me touche profondément dans ta littérature et dans les récits, parce que c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as, il y a de l'imaginaire, mais l'imaginaire vient de quelque chose de vrai, de véridique. Dans toutes ces rencontres,
ces gens existent, tu les as vus, tu leur as parlé, mais tu nous emmènes dans une fraternité d'âme. Et là, chapeau, parce que, je veux dire, tu ouvres les cœurs, en fait. Tu leur donnes accès. Et je pense qu'aussi, ils t'ont donné accès à quelque chose d'infiniment grand chez toi, mais toi, tu leur donnes aussi accès. En fait, tout ça est un échange. Et sincèrement, moi, je n'ai jamais trouvé ça dans aucun autre ouvrage de littérature. Moi non plus. Moi, ce que j'avais noté, Elisabeth, c'est qu'il y avait une certaine reconnexion avec la nature par les arbres, le volcan, mais aussi aux éléments, puisque le feu et l'eau sont très présents dans votre roman. Donc ça, et puis le choix de l'arbre, moi je l'ai compris comme les racines, la vie, je ne sais pas si je me trompe, mais alors effectivement, au début, comme l'a dit Constance, on se dit que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, mais il y a quand même de la lumière, moi je trouve quand même, et puis vos descriptions sont quand même incroyables, on a vraiment l'impression d'y être. Moi je ne suis jamais allée en Indonésie, mais là, pendant 208 pages, j'y étais complètement. Vous avez une écriture qui est quand même dingue, il faut le dire. Voilà, que vous le sachiez, vous avez quand même une écriture qu'on ne voit nulle part, et merci pour ça. Et en plus, on apprend plein de choses, parce que vous nous faites aussi un petit récapitulatif de l'histoire de l'Indonésie. Et ça, on apprend plein de choses. Moi, je ne savais pas qu'en Indonésie, les enfants n'avaient pas le même nom, le nom qu'ont les enfants n'est pas le même que leurs parents. Personne n'a le même nom, en fait. C'est dingue. Oui, il n'y a pas de... J'appelle ça le brouillage des pistes extérieures pour découvrir les liens intérieurs. Et ce que c'est voulu, c'est très habile, mais en tout cas, du moins, surtout à Java, effectivement, dans une même famille, on peut porter un seul nom, 10 noms, 3 noms, mais on ne partage aucun nom, ni avec son père, ni avec sa mère. Donc, les noms de famille sur son passeport, il faut choisir, il faut en mettre un. Donc, c'est une invention moderne, le nom de famille, et je trouve ça assez merveilleux. Et pourtant, le lien filial, les liens familiaux sont très importants, comme dans toutes les sociétés traditionnelles et orientales, mais ce n'est pas par là, c'est pas par le sang qu'on se reconnaît. On peut se reconnaître d'ailleurs, moi j'étais la fille adoptive du gardien du volcan, je ne partageais pas ses noms bien sûr, mais je ne partageais pas son sang et pourtant on était très liés. Donc c'est ça, c'est assez merveilleux, comment on peut être adopté. Il y a donc les liens filiaux ou familiaux peuvent se créer, peuvent se réinventer selon les affinités et les complicités et les circonstances. Et puis, quand tu nous amènes dans les drames du tsunami, il y a aussi ces rencontres que tu fais au moment où tu es à Aceh. Et c'est vraiment, on a l'impression qu'on est au bord du gouffre, de la terre. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y allait avoir un gouffre et que tout le monde allait tomber, même quand tu dis, mais on s'est aperçu qu'on n'était plus que 3. Et que tu es avec ce Halim, le papou, qui lui, est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que tu donnes aussi cette épaisseur humaine à ces gens qui sont totalement anonymes et qui ont participé à réparer l'irréparable, c'est-à-dire vraiment à ramasser les corps inanimés. Et que cet homme a dépassé absolument tout dégoût, ça c'est assez extraordinaire et vraiment, pour moi c'est aussi ça de la qualité, de savoir restituer ça en fait, parce que et on voit aussi que tu as été reporter dans tout ce livre. Tu as la dimension d'un écrivain, ça c'est indéniable. Mais tu as toujours quand même le regard de celui qui va raconter en ce qu'il voit et en donnant toutes les voix et toutes les dimensions aux gens qu'il rencontre. Et donc, cet Halim, pour moi, tout d'un coup, il est devenu comme un espèce de prophète. Tu lui fais dire 3 mots, tu restitues 3 lignes qu'il t'a dit, mais ces 3 lignes, on ne les oublie pas. Ça aussi, c'est vraiment très, très extraordinaire. Et comme le dit Nathalie, l'histoire, tu nous livres aussi l'histoire de l'Indonésie, la dictature, la guerre du Timor. C'est vraiment passionnant. Moi, je sais que j'apprends énormément
pour mon métier à travers les livres d'Elisabeth. Beaucoup plus que les récits historiques qui nous restituent juste les faits, quoi. Mais je dois dire que pour rebondir à ce que tu dis, pendant des années, depuis le tremblement de terre, à partir du tremblement de terre de 2006 jusqu'à au moins un an après l'éruption de 2010, l'éruption volcanique, j'ai arrêté d'écrire. Je prenais que des notes que j'envoyais pour les gens qui nous envoyaient de l'argent pour nous aider à la reconstruction de ces deux villages. Mais ces notes sont devenues une sorte de journal, hein, malgré moi, mais je n'essayais pas du tout de faire littéraire parce que j'avais l'impression que la littérature n'avait plus de sens. Enfin, non pas qu'elle n'avait pas de sens, mais qu'il fallait agir et que ce n'était pas du tout le moment d'écrire sur. Donc, je ne suis pas allée dans ces villages pour écrire sur eux. Au contraire, j'ai renoncé, je dis que j'ai tourné le dos à l'écriture, et c'est justement les villageois, les rescapés de l'éruption volcanique qui m'ont demandé, dans leur camp, sous les cendres, alors quelques jours après l'éruption, qui m'ont dit, Elisabeth, apporte-nous des exemplaires du Banyan blanc, donc qui était ce fameux livre que j'avais écrit sur ce mythe de l'arbre du Banyan sur le volcan. Et je leur ai dit, mais non, il n'y a plus rien, l'éruption a tout détruit, c'est pas la peine. Et ils m'ont dit, si on veut être confronté à ce néant, on veut se reconstruire par rapport à ce néant. Et donc, ils m'ont demandé d'écrire la suite. Mais je me suis mis à écrire la suite, mais il n'y a pas de suite à tout ça. Et en fait, c'est eux qui m'ont relancé dans l'écriture en me demandant, et ce qu'ils me disaient d'écrire la suite, c'est de parler de tout ça, de reconstruire tout ça, et surtout d'écrire ou de lire, non, pas d'écrire la suite, de lire la suite, c'est-à-dire de lire le monde, c'est-à-dire de lire la pluie, lire les visages, décrypter la réalité. Et voilà, et c'est pour ça que je dis ce sont eux qui ont été mes maîtres, et ouais, c'est extraordinaire ce que je dois à ce pays. Je suis infiniment reconnaissant. Dans votre livre, vous dites à un moment donné mon devoir d'écrivain. Est-ce que c'est ça votre devoir d'écrivain, de retranscrire ce qu'on vous a demandé de faire là, ce que vous venez de raconter? Est-ce que c'est ça votre devoir d'écrivain? Je pense oui, c'est-à-dire que j'ose pas dire ce mot, mais je suis un petit peu malgré moi, j'ai l'impression d'être un peu médium parce que j'ai d'autres histoires qui me sont arrivées en anonisé, c'est incroyable. C'est comme si j'écrivais des choses et après, il se trouve que les anonésiens me disent ah mais ça existe. Et alors eux, ils sont fascinés comment j'ai pu voir quelque chose qu'ils ne voyaient pas et qui d'un seul coup comprennent. Donc mais j'en tire aucun orgueil parce qu'au contraire, c'est vraiment se mettre au service de choses qui nous échappent complètement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit trouver une manière la plus belle possible, mais pas surfaite pour le raconter. Donc, la plus juste, dans le sens, il faut trouver les mots les plus justes pour retranscrire cette réalité qui ne m'appartient pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'était votre question, Nathalie? Vous avez écrit dans votre devoir d'écrivain. Voilà, et le devoir, c'est ça. Et aussi, j'ai compris que vraiment, et ça, c'est une tradition qui existe encore dans les sociétés traditionnelles orales, de healing, comme on dit, de guérison, que en fait, la littérature, les récits qui étaient chantés autrefois, comme chez nous en Europe, finalement, les troubadours, à l'Odyssée, etc., avaient une fonction de guérison. On écoutait ça en commun, on passait la nuit à écouter les récits, même nos grands-mères encore. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui nous racontait à ses petits-enfants les contes de Perrault, d'Andersen, et il y avait quelque chose de... On était 5 autour du poêle à avoir froid et à écouter ces contes, et finalement, il y a cette fonction de faire du bien à soi-même et aux autres, mais sans faire de cadeau. Enfin, sans être, comment dire, mièvre, ou on peut être très, très... Parce que les gens, je leur ai offert le livre en indonésien et je redoutais un peu de comment ils allaient le percevoir, de se voir. Et au contraire, ils l'ont tous vraiment plus qu'apprécié, puisqu'on l'a joué ensemble avec les femmes de Volcan. On jouait sur une scène avec le gamelan, avec le danseur de masque qui avait retrouvé son masque de clown sous les cendres après l'éruption, avec un sculpteur qui habite sur le volcan qui pendant ce temps rythmait sur le gamelan en sculptant une pierre volcanique. Enfin voilà, on a fait tout ça ensemble en lisant le texte ensemble qui parlait d'eux. Donc ça, c'est ça, la place de l'oralité en Indonésie est quand même très importante et aussi importante dans votre livre. Justement, quelle est la place de la musique, Elisabeth, dans votre vie?
moi, je ne suis pas du tout musicienne. Et curieusement, à Java, on me dit comment tu ne joues pas du gamelan. Le gamelan, c'est ce grand orchestre avec des xylophones en bambou, des gongs, etc. Et, mais j'ai beaucoup, justement, dans chaque village, la première chose qu'on a acheté avec les amis qui nous ont donné de l'argent, curieusement, c'est des instruments de musique. Parce que même ils sont sous des tentes, dans les ruines de leur passé, leur identité matérielle est détruite, mais leur identité culturelle, spirituelle ne l'est pas. Mais elle peut le devenir s'ils rentrent dans une dépression. Et donc, il est essentiel. Moi, je n'avais pas le moyen de reconstruire des maisons, mais par contre, d'acheter des instruments de musique. Et surtout, le gamelan, pareil, c'est un orchestre collectif. Chacun fait un son. Et c'est la multitude de ces sons, l'addition de tous ces sons qui fait une symphonie merveilleuse. Donc, c'est aussi un moyen de guérison post-traumatique excellent, même si je l'ai découvert après. Voilà. Je pense que c'est, on le voit. On a été coupé? Vous nous entendez, Elisabeth? Oui, je vous entends. Il y a juste la photo qui, voilà, du gamelan. Oui, et puis il y a ce village de Bébékane où il y a eu toutes ces magies. Aussi, ça, c'est très important dans le livre de voir comment tout d'un coup ils reprennent leur force en une prière collective qui ressoude tout le village et qui fait que tout repart du bon côté, alors que vraiment tout allait mal. Et ça, c'est effectivement, je pense que c'est la spiritualité, qu'elle soit bénéfique ou alors quand ça tourne du mauvais côté et que c'est vraiment les forces de l'ombre qui agissent, il y a toujours un moyen, et je veux dire que ces gens sont quand même extraordinaires parce qu'ils y vont, hein. Ils emmènent tout le village avec eux. C'est le collectif aussi, la place du collectif, on a complètement perdu ça, nous, en Occident, on est vraiment plus du tout connecté ça existe peut-être encore dans des villages, ça, j'en sais rien, mais dans les villes, en tout cas, c'est pas du tout ça. Et le lien aux animaux, quand tu parles quand tu racontes que la vache aussi ne veut plus dormir toute seule dans son étable et qu'elle est là aussi au moment où il y a toute cette prière, c'est extraordinaire. Ça nous reconnecte à quelque chose de profondément humain dans toutes les dimensions de l'humain, du végétal, de l'animal, du minéral, des forces qui sont complètement actives. Dans ces pays aussi, on se dit c'est des archipels, tout peut arriver à tout moment. C'est-à-dire que nous, on oublie vraiment quand on a une tempête, on n'a pas peur, mais là-bas, c'est vrai que tout peut arriver à tout moment. D'ailleurs, c'est en début de semaine qu'il y a eu un séisme, non, en Indonésie, en début de semaine. Oui, à Java Ouest. Ouais. Vous avez des nouvelles? Il se passe. Donc, ce n'est pas un méga séisme, ça se fait passer dans des villages. Bon, il y en a eu pendant tout le siècle, il y a eu, je ne sais pas, 15 séismes. Et les gens continuent à construire sans règles sismiques, mais bon, c'est aussi parce qu'ils sont pauvres. Mais aussi, c'est peut-être aussi qu'il faut prendre des mesures quand même pour, voilà, pas une fois de plus. C'est normal que la Terre bouge, c'est ça qui la rend fertile. C'est pour ça que ces îles sont surpeuplées, mais donc il faut. Avant, on habitait dans des huttes en bambou. Quand ça s'écroulait, d'abord, ça ne s'écroulait pas parce que le bambou pliait mais ne rompait pas comme le réseau. Et puis, si ça s'écroulait, ça ne faisait pas grand mal. Alors que maintenant, ils mettent des briques, du béton, mais sans y mettre les règles antisismiques de base. Donc, voilà, c'est très triste, mais c'est ainsi. Mais bon, c'est relativement un petit séisme dans le sens où il n'était pas très fort et qu'il y a, bon, même s'il y a encore des victimes à évacuer, il y aurait peut-être 300 morts. À Yogyakarta, nous, on a eu en 30 secondes 6000 morts. Ouais. 1,5 million de sans-abri. Qu'est-ce que l'Indonésie vous a appris de vous, Elisabeth? Ce dont parlait Constance, ce collectif. Moi, j'étais comme toute française, je pense,
même si j'ai vécu dans une famille de 5 enfants, une famille nombreuse, très liée. On était très proches, les 5 enfants, on jouait beaucoup ensemble, mais j'étais quand même justement, j'allais dans ce tilleul pour pleurer, pour m'isoler, pour pleurer de bonheur en fait. Je ne voulais pas montrer à mes frères et sœurs que j'avais cette espèce de joie que je ne savais pas comment exprimer sinon par des pleurs. Et donc, mais après, je suis devenue très individualiste. Reporter actuel, ce journal, ça marchait bien, ça n'a pas duré très longtemps. J'en suis assez rapidement partie volontairement, mais capricieuse, égoïste. Et vraiment... Tu as du mal à le croire, ça, quand même. Hein. J'ai appris à le collectif, voilà, le collectif. Mais alors le collectif, il a aussi beaucoup de mauvais côtés aussi, parce que sur la magie noire qui entre dans le village, Ouais. en fait, cette magie noire, elle est l'expression des jalousies sociales qui ont ressurgi après le tremblement de terre. Parce que le tremblement de terre, ça n'efface pas ce qui était avant, hélas. Les conflits qui étaient avant, ils renaissent. Quand on reconstruit les maisons, on reconstruit son ego. Et alors là, c'est les guerres des égos. Et donc, en fait, la magie noire s'introduit et profite de ces faiblesses-là, de ces zizanies pour avoir un pouvoir. Et quand, du moment où ils se réunissent à nouveau pour prier ensemble avec la vache, effectivement, et ben la magie noire, comme par magie, disparaît, s'éteint d'elle-même. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que cette magie noire, sinon les égos, voilà, qui sont en rivalité. Est-ce que vous seriez plutôt médiatrice, confidente ou chef de village? Chef de village, voilà, j'ai failli, malgré moi, dans le village de Bébékane, le village du tremblement de terre dans le sud, pendant des années. Je pensais que ça durerait une semaine parce que ma maison n'avait pas été détruite, donc j'ai apporté un peu d'aide. Je suis arrivée dans ce village par hasard, c'est quelqu'un qui m'y a emmenée pour me montrer que c'était une arche de Noé parce qu'ils avaient une colline sur laquelle les gens se sont réfugiés au moment du tremblement de terre parce qu'ils pensaient qu'il y aurait un tsunami, comme c'était pas loin de la mer, et que le tremblement de terre était intervenu juste un an après celui de Aceh à Sumatra, ou avec cet énorme tsunami qui est allé jusqu'en Inde, etc. Et donc, à partir de là, je suis restée 5 ans à reconstruire tout le village avec ces gens qui étaient des gens sans terre, qui étaient des marginaux de marginaux. Même les villages à côté ne comprenaient pas comment j'avais pu rentrer dans ce village parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à y entrer ou ne voulaient pas y entrer. Mais il y a un moment, ça n'allait plus. Je n'étais pas le chef de village et il a fallu, ça a été un déchirement pour m'en aller et leur dire maintenant, ce qu'on a construit, c'est à vous. On a construit un centre communautaire, etc. Maintenant, à vous de le porter. Ce n'est pas à moi. Donc, à cette époque-là, oui, il y avait ce sentiment qui me convenait pas du tout d'ailleurs, voilà. Mais autrement, médiatrice, oui, ou amie de bien, comme tous les gens qui ont participé aussi à la reconstruction de ces villages, ouais. Comme Constance aussi, qui est une amie de bien, et comme vous, Nathalie, ce soir, et Frédéric. On peut dire que vous êtes une femme engagée. On peut le dire quand même. Ah oui, ça, on peut dire qu'Elisabeth est une femme engagée et éveillée. Et Constance, quel mot définirait le mot qui caractériserait mieux Elisabeth, c'est quoi pour vous? À part humanité, qu'on a déjà utilisé. Grandeur d'âme Il y a une immense intelligence et une très, très grande délicatesse qui caractérise Elisabeth, avec je dirais, une grandeur d'âme, oui, une force d'âme aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se repose jamais sur ce qu'elle a découvert. Elle est active, elle est engagée, ça ne s'arrête jamais avec Elisabeth. Il y a toujours un chantier en cours, une quête, une recherche. Donc ça, c'est extrêmement stimulant parce que c'est le chemin. Je dirais que Elisabeth, pour moi, c'est le chemin. C'est pas le but, mais c'est le chemin. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est l'intelligence de l'humain sans avoir la quête d'arriver au but, mais toujours l'intelligence et la volonté de cheminer sans être non plus volontariste elle le fait tout à fait dans sa délicatesse, dans sa discrétion. C'est-à-dire qu'Elisabeth, on ne sait jamais vraiment où elle est exactement,
Et puis quand on le sait, on se dit toujours, ah waouh, elle est là, elle fait ça. C'est toujours enthousiasmant. Mais c'est jamais mis au premier plan pour nous, pour ses amis. Il y a un côté très secret chez Elisabeth aussi. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Elisabeth? Non, c'est une force. Non, moi je ne m'inquiète pas pour elle. Ouais. Non, je ne m'inquiète pas pour elle. Ma mère s'était beaucoup inquiétée quand je cachais les Timorrais. Je m'occupais des Timorrais. Après le référendum, ils étaient très nombreux à Jakarta et ma maman m'avait dit « Tu es folle, tu mets ta fille en danger surtout ». Et je lui avais dit, tu sais, ton père, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il était un chrétien humaniste et il a fait un réseau, j'ai appris par mon amie Marceline Loridan-Evans, que c'était, en fait, il était un résistant, mais je ne savais pas, il s'en était jamais vanté et en fait, il avait fait un réseau de faux certificats de baptême et il hébergeait même des juifs dans sa maison. Et ma mère, qui était jeune adolescente, était au secret, devait rien dire à sa petite sœur, donc elle était terrorisée. Je lui ai dit, tu sais, c'est vrai que c'est dangereux, mais c'est moins dangereux que ce qu'a fait ton père, donc tout va bien. Et si je sens que pour ma fille, ça devient dangereux, ben, je l'envoie en France. Mais en fait, parce qu'il y avait quand même les milices qui cherchaient à kidnapper les étudiants timorais pro-indépendantistes qui étaient restés à Jakarta, une ville qui est un peu très, très étudiante et qui était le noyau de la contestation pour l'indépendance de Timor. Donc, les milices et les éléments de l'armée indonésienne voulaient se venger contre ces gens. Et voilà, et je me suis retrouvée avec eux à devoir les cacher pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'ils puissent être évacués par le Haut Commissariat aux réfugiés sur leur île enfin indépendante. Est-ce que vous avez peur parfois, Elisabeth, aussi? Non, parce que en fait, on a peur quand on n'est pas dans l'action. Mais dès qu'on est dans l'action, c'est un peu comme être dans l'œil du cyclone, vous voyez. Une fois qu'on est au cœur, on n'a pas peur. Par contre, si on est observateur, c'est pour ça que je crois qu'écouter les nouvelles, c'est terrible. Les informations, parce qu'on est totalement impotent, on ne sait pas quoi faire, et du coup, on développe des angoisses, des terreurs. Mais dès qu'on on agit. Je me souviens de tsunami, je pleurais devant la télé en voyant les victimes qui augmentaient de rang en heure. Au début, c'était 2000, 5000, 10 000, 15 000, 50 000. Je me dis, mais ça va aller jusqu'où? Et puis d'un coup, je me mets à pleurer. Et puis, hop, une amie d'une chaîne de télévision indonésienne me dit, allez, est-ce que tu veux partir avec nous? On emporte du matériel et des gens. Et j'ai embarqué. Et à partir de ce moment-là, pourtant, on était dans un monde de désastre. Il y avait des répliques sismiques d'une force immense. Il y avait les islamistes qui étaient là. Il y avait les indépendantistes, les cadavres. C'était le chaos total. Mais au moment où on est dans l'action, non, on n'a pas peur. Et on n'a pas de haine surtout. On n'a aucune haine. Et c'est ce que m'a appris Démétrio, le chef des étudiants avec qui j'ai travaillé à les cacher pendant plusieurs mois. Lui, il n'avait aucune haine. Et non, il était en l'action et pas dans la réaction. Le problème, c'est la réaction. Combien de temps vous avez mis pour écrire Le très bel arbre? Je ne sais pas, je ne peux pas compter parce que, en fait, il ne fait pas beaucoup de pages, hein, il fait à peine 200 pages, mais c'est mes 30 ans à Java. Et en fait, ça a commencé, voilà, j'ai essayé d'écrire en français, je me suis dit que ça n'allait pas. Je voulais raconter le séisme et le tremblement de terre et comment c'était des histoires tellement incroyables qu'elles devenaient des mythes. Puis après, je me suis dit, non, le seul moyen, c'est de l'écrire en indonésien, encouragée par des amis écrivains indonésiens. Et puis, et donc, j'ai fait une version indonésienne qui a été publiée, mais après en français. Donc, ça a été un va-et-vient constant entre ces deux langues, mais en fait extrêmement enrichissant, parce que justement, comme le titre indonésien, par exemple, en français, il a fallu que j'invente autre chose pour cette langue. Donc, je l'ai appelé la langue du tohu-bohu. Parce qu'en fait, tohu-bohu, ça veut dire le désordre, mais en hébreu, ça veut dire le vide, la vacuité, et dans laquelle les éléments peuvent émerger, l'air, le feu, l'eau. C'est le devenir de la matière et notre devenir à nous. Donc, c'est magnifique, ce tohu-bohu. Et c'est une sorte d'allitération, un petit peu comme Nyalor Kidul en javanais. Donc, finalement, d'aller et venir entre deux langues, c'est assez extraordinaire. Et en plus,
j'ai pris conscience que écrire en indonésien pour des étrangers, c'était impensable parce que sans doute, c'était écrire dans une langue mineure, soi-disant. Et je me suis posé la question, mais alors pourquoi tant d'écrivains indiens, algériens, etc., écrivent soit en français, soit en anglais, dans la langue qui les a colonisés, et pourquoi des gens qui ont vécu en Inde longtemps ou qui ont vécu en Algérie n'ont pas écrit en arabe ou en hindi pour déjà remercier, honorer tout ce que ces pays leur ont apporté. En plus, ils écrivent sur ces pays. On peut imaginer si Camus avait écrit L'étranger ou La peste en arabe, peut-être que ça aurait été extraordinaire. Donc, finalement, voilà, je pense que je vais continuer à écrire dans ce va-et-vient. Parfait. Je vois que Frédéric est là, il doit y avoir des Ah questions. oui, et puis alors vous me servez sur le plateau la première question qui est celle de Claude qui dit comment l'apprentissage de l'indonésien s'est-il passé pour vous, cette langue si éloignée de la nôtre? Oh ben, c'est pas une langue extrêmement difficile, mais comme elle a une autre logique, comme toute, voilà, une autre grammaire qui fonctionne pas du tout comme nous, c'est plutôt ça qui est difficile. Par exemple, on dit rarement j'ai bu du thé, on dit le thé a été bu par moi. Le sujet, on se met pas en avant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose pareil. Alors, on apprend aussi à devenir objet, et le sujet et l'objet devient sujet. À l'époque où je suis arrivée, traditionnellement, d'ailleurs, on ne disait pas moi, je devais donner mon nom. Elisabeth a fait ça. Ça, c'était très difficile pour moi. Et quand on parlait de l'autre aussi, on ne dit pas tu, voilà, on parle à la troisième personne. Il y a aussi deux formes de nous. Il y a un nous inclusif et un nous exclusif. Donc, je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas de temps. Ça, beaucoup de langues asiatiques ont ça, donc on marque le temps autrement. Mais en même temps, pourquoi il n'y a pas de temps? Pourquoi on ne marque pas le temps dans la grammaire? C'est peut-être parce que le temps, c'est de l'espace, donc il y a plus une notion d'espace que de temps. Vous voyez, c'est passionnant en fait, donc, ce n'est pas tellement la difficulté d'apprendre le vocabulaire, je l'ai appris comme ça dans la rue, sur le tas, que d'apprendre à rentrer dans une manière de penser différente. Voilà, pas la même. Voilà. Il y a plusieurs langues indonésiennes ou il y a vraiment une langue principale qui est comprise par tout le monde? Alors, c'est le miracle de l'Indonésie, c'est-à-dire que c'est 17 000 îles, donc vous imaginez, sur chaque île, il y a un nombre invraisemblable de langues. Moi, je suis allée à Alor, dans les petites îles de la Sonde, complètement à l'est de l'archipel. C'est tout petit, sur un territoire dont on fait le tour à pied en 3 jours. Il y a 50 langues, mais des vraies langues, pas des dialectes. Donc, c'est hallucinant. Donc, on compte 740 langues. Il y a une expédition qui est partie un petit peu comme qui serait l'Académie française indonésienne pour recueillir toutes les langues qui sont en train de mourir, d'en faire des dictionnaires. Enfin, c'est extraordinaire. Et ce qui est très, très riche, c'est que le dictionnaire indonésien, maintenant, invite les locuteurs des langues soit régionales, comme on dit, de venir enrichir le vocabulaire indonésien avec des mots qu'on ne dit pas en indonésien. Et il y a des tas d'expressions où il y a des langues qui ont leur expression à elles en un mot qui peut décrire un processus, par exemple un objet qui tombe droit à la verticale, à la nuit, en pleine nuit, il y a un mot, par exemple dans une certaine langue, donc ils vont l'adopter dans l'indonésien, etc. Donc il y a cette espèce d'enrichissement par toutes les langues de l'archipel. Et donc, c'est une langue, l'indonésien, qui est encore elle vient du malais, hein, et le malais est très ancien, puisqu'il y avait le malayu, qui était une langue de l'époque bouddhiste et hindoue, donc 4e siècle, 5e siècle, mais qui s'est transformé. Et puis, il y a eu énormément de sanskrit, d'arabe, qui sont rentrés dans cette langue. Donc, c'est une langue que je trouve formidable parce qu'elle est on peut la malaxer, on a le rôle aussi de l'enrichir. Comme j'imaginais, Rabelais, à l'époque, devait enrichir le français. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas tellement ce rôle en tant qu'écrivain. Alors, je pense que c'est notre rôle, pas seulement des écrivains, mais de tout le monde, d'apporter et d'enrichir cette langue. Et ce qui est très beau, c'est que justement, une des choses fondamentales pour lutter pour prévenir les catastrophes naturelles, surtout les tsunamis,
c'est de revenir à ces langues. Parce qu'en fait, on dit tsunami, qui est un mot japonais, mais en Indonésie, il y a toujours eu des raz-de-marée, comme on disait. Et dans chaque région, ils ont un mot. Et simplement, comme ils l'ont oublié, ils avaient un mot qui était lié à des mantras, qui était lié à des contes, à des chants. Et il y avait cette règle qui disait, par exemple, sur une île, quand la terre tremble, cours sur la montagne, parce qu'il va y avoir un tsunami. Et donc, c'est sur l'île de Semelu, je crois, qu'ils ont tous été sauvés parce qu'ils avaient encore cette tradition de chanter ce chant, ce mantra. Et quand la terre a tremblé, le jour du tsunami de Aceh, il n'y a pratiquement pas eu de mort. Ils sont tous courus sur la montagne pour échapper à la grande vague. Et à Java, le tremblement de terre, c'est magnifique. C'est un nom, comme je dis, extrêmement doux. Ça se dit Lindu. Oui. Wow. Alors, donc, à quel point les gens, peut-être dans l'ancien temps, n'en voulaient pas à la terre quand elle tremblait. D'ailleurs, dans beaucoup de textes traditionnels, même dans le bouddhisme, quand le Bouddha à l'éveil, on dit qu'il y a des arcs-en-ciel, mais la terre tremble. Donc, c'était des signes de bienvenue, bienveillants. Ce n'était pas des choses terrifiantes. Hein. Oui, puis j'ajouterais qu'il y a aussi tout un passé. On comprend par la langue comment l'histoire du peuplement de cet archipel. Il y a aussi des îles où il y a énormément de langues papoues, donc d'un peuplement beaucoup plus ancien qui rejoint un peu celui des aborigènes australiens ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qu'on trouve sur des îles indonésiennes plutôt de l'Est, mais qui sont très, très différentes du bahasa indonésien ou des langues du malayo. Et puis, il y a les langues austronésiennes aussi qui se sont mêlées au malais. Donc, en fait, on peut, avec les linguistes et les traditions ancestrales, revenir sur le fil du peuplement, c'est-à-dire avoir une compréhension aussi de comment, par quelles vagues successives ont été peuplées toutes ces îles. Anne demande quelle religion domine, ou en tout cas, quelles sont les religions les plus courantes en Indonésie? Alors, l'Indonésie, on dit que c'est le plus grand pays musulman du monde, c'est-à-dire il y a le plus grand nombre de musulmans, parce qu'il y a 270 millions d'habitants. Officiellement, on dit qu'il y en a 90%. Moi, je dis que non, parce qu'il y a énormément de chrétiens, de bouddhistes, etc. Et, bon, donc, mais enfin, bon, il y a quand même, disons, peut-être 75% officiellement de musulmans, mais il y a un islam soufi extrêmement développé, il y a aussi de l'islam intégriste, il y a du fanatisme, il y a des terroristes, il y a tout, mais il y a aussi énormément, pareil que les langues, il y a énormément de cultes ancestraux, quoi, de religions ancestrales qui ont été bannis pendant toutes les années de la dictature, donc de 1965 à 98, chute de la dictature. Et depuis, de la même manière qu'il y a une relance, des expéditions pour refaire vivre les langues anciennes, les langues régionales, parce que pareil, l'indonésien, pour faire l'unité de l'Indonésie, il fallait une seule langue, on peut comprendre, donc on ne parlait plus les langues locales. Maintenant, on est un retour vers cette diversité et aussi sur la diversité des cultes. Donc ça pose problème parce qu'évidemment, les musulmans intégristes n'ont pas du tout envie de voir le retour officiel de ces cultes soi-disant paganistes ou animistes ou je ne sais quoi, mais ça y est, c'est autorisé officiellement, on peut le marquer sur sa carte d'identité parce qu'on doit marquer sa religion sur sa carte d'identité et c'est une manière très habile du gouvernement indonésien actuel, à mon avis, de lutter contre l'intégrisme musulman, par justement relancer de la diversité, des parlers, des pensées, des cultes. Mais donc, ils n'attaquent pas frontalement. Ouais. C'est très, très bien. Et pareil sur les arts, ils financent énormément le renouveau des arts traditionnels dans les villages, dans les communautés. Ouais, très habile. Pierre demande si vous continuez à visiter. Enfin, combien d'îles, quand on est dans un endroit où il y a autant d'îles, est-ce qu'on
se dit, bon, ben voilà, je vais faire un papier, je vais tout visiter, je vais barrer au fur et à mesure. Vous continuez à visiter les îles depuis que vous êtes là, ou combien en avez-vous vu d'ailleurs, tiens? C'est-à-dire que je ne fais pas vraiment de tourisme, j'y vais parce que j'ai Ben quelque oui. chose à faire. Mais j'ai écrit un petit livre il y a 2 ans qui s'appelle Le chant de l'archipel, encore un chant, chez Nevikata, un écrivain voilà, belge, et où là j'ai pris des bateaux, je voulais renouer, parce que j'avais fait ça il y a longtemps, et prendre les bateaux, c'est des grands paquebots, mais c'est pas, dès l'extérieur ça paraît des bateaux de croisière, mais à l'intérieur c'est des dortoirs immenses, et on dort tous, alors mixité sociale, mixité des genres, mixité, on dort tous dans d'immenses dortoirs. Alors, c'est la vie communautaire absolue pendant des jours et des nuits. Et le bateau est un résumé, un précipité de l'archipel indonésien, parce qu'il y a des gens de toutes les îles, de toutes les croyances, et on change de fuseau horaire, parce qu'il y a 3 fuseaux horaires différents. Enfin, c'est extraordinaire. Et là, on a vraiment la dimension que l'Indonésie, oui, est à l'image de notre terre, c'est-à-dire qu'elle a 3 fois plus d'eau que de terre. Et que l'eau fait partie du territoire. Quand on donne la superficie de l'Indonésie, on indique sa superficie, terre et eau. D'ailleurs, le mot patrie, on dit terre-eau. Mais Constance, tu peux parler peut-être de ce livre, parce que tu l'aimes beaucoup, je crois, le chant. Oui, non, mais moi, c'est un livre extra. Faut pas acheter de guide de voyage. Il faut lire Indonésie, le chant de l'archipel. C'est votre conseil de lecture, Constance? Ça peut être un conseil de lecture. J'avais préparé un autre conseil de lecture, mais c'est un livre qui a été écrit par une historienne qui s'appelle Emmanuelle Loyer. Ça s'appelle L'impitoyable aujourd'hui. C'est paru chez Flammarion. C'est un livre qui parle de la littérature, sur plusieurs siècles, mais qui aborde l'histoire par la littérature. Elisabeth, quel est votre conseil de lecture? Alors, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais que je veux absolument lire avant de retourner en Indonésie, donc l'acheter. C'est le dernier livre de François Cheng, Une longue route pour m'unir au chant français, parce que d'abord, cet homme, c'est vraiment une très, très belle personne. Et puis, je l'ai découvert quand j'étais très jeune, quand j'écrivais un scénario de film avec Joris Stevens, un documentaliste hollandais qui était né au 19e siècle. Et on écrivait un livre sur le vent en Chine, un film sur le vent en Chine, un scénario, et il m'avait prêté les premiers livres de François Cheng sur le vide et plein, l'écriture, comment ça s'appelle, l'écriture, sur l'écriture politique chinoise, et ça m'avait fascinée. Et puis après, j'ai lu ses poèmes, d'autres choses, et là, je pense que pour moi, il est celui qui a réalisé peut-être ce que j'aimerais réaliser de l'autre côté, en passant de l'autre côté, et il est arrivé à nous parler de la culture chinoise dans la langue française. Et alors moi, je parle de l'Indonésie dans la langue indonésienne ou la langue, mais enfin, en tout cas, ce rôle de passeur et de comprendre qu'on appartient à tous ces mondes et qu'on peut passer d'un monde à l'autre et qu'on peut emmener les autres, justement pour pas qu'ils soient dans l'exotisme, mais qu'on est dans une proximité, une intimité, si on est capable d'être le passeur. On peut les emmener dans des lieux où ils n'auraient jamais pensé aller, où ils auraient eu l'impression que c'était impénétrable. Et je pense que François Cheng, il a cette capacité extraordinaire. Donc vraiment, je pourrais dire que j'aimerais écrire, c'est ça, une longue route pour m'ouvrir au chant des îles indonésiennes. Merci beaucoup. Alors, il est l'heure de nous quitter, malheureusement. Un grand merci, Elisabeth, d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci, Constance, aussi d'avoir été là avec nous. Nous, on se retrouve mercredi prochain avec encore les éditions Parole et Nicolas Roméas pour son livre Juste un mot. Allez en librairie, achetez Le Très Bel Arbre aux éditions Parole. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée et belle vie et allez en librairie découvrir Elisabeth Inandiak. Merci beaucoup, mesdames. Bonne soirée.